On peut rester. Bonsoir à vous et à vous tous. Quel plaisir de vous savoir au rendez-vous. Vous avez pris le temps d'arrêter, d'organiser votre vie familiale ou votre vie professionnelle ou votre vie personnelle autour de cet événement-là. Donc, forcément, vous êtes là parce que ça vous tient à cœur. Je m'appelle Penelope McQuaid. Je serai l'intervieweuse de ce panel pendant la prochaine heure qu'on va passer ensemble. Une heure qui a été vraiment entièrement pensé avec vous en tête. Je sais qu'il y a beaucoup de professeurs, enseignants, enseignantes. Vous êtes à l'écoute de plein de niveaux. D'ailleurs, il y a eu plus de 600 inscriptions pour cet événement, donc vous êtes nombreux. Je sais qu'il y a des parents aussi qui sont là, peut-être même des grands-parents, peut-être des jeunes aussi. Alors vraiment, là, on a organisé cette discussion-là pour que vous ayez à la fin pas mal d'outils pour vous aider à réfléchir et aussi peut-être à agir avec vos ados ou entre vous sur votre propre consommation d'alcool et voir l'effet que ça a sur celle de vos jeunes. Puis des outils aussi pour aborder des discussions franches avec vos jeunes. C'est pas toujours évident. Puis des petites alarmes. On va peut-être lever des petites alarmes. On va peut-être aussi faire taire peut-être ou calmer certaines inquiétudes. On va faire tout ça ce soir dans la prochaine heure. Alors, on est ici pour discuter. C'est l'invitation d'Éducalcool, qui est l'instigateur d'un programme dont on va parler plus vers la fin, mais qui est là, qui existe, qui est le programme À toi de juger, qui est fait pour les enseignants, enseignantes. Les parents aussi, on va vous donner des endroits où aller pour vous renseigner. On va parler avec une des co-auteurs de ce programme-là en détail un peu plus tard pendant la soirée. Mais ce qu'on va faire pour parler donc ce soir de la relation entre les jeunes et l'alcool, comment ils boivent, pourquoi ils sentent le besoin de boire, quand est-ce que ça devient peut-être un peu plus inquiétant, quand est-ce que c'est tout à fait normal dans leur développement. On va faire ça avec 4 grands thèmes. Boire à la maison, parce que ça fait partie des façons, des fois, par lesquelles on commence à découvrir l'alcool quand on est jeune. Alors, comment cette consommation-là peut nous initier correctement ou peut-être moins. On va aussi faire l'alcool et la santé mentale. Je pense qu'il y a beaucoup de préoccupations de la santé mentale de tout le monde en ce moment, après 2 ans de pandémie. Je pense que c'est particulièrement vrai pour ce qui est des jeunes. On est inquiet de leur santé mentale. Donc, on va voir un peu comment l'alcool vient s'insérer dans cette dynamique-là. On va aussi parler, très intéressant, évidemment ça me concerne parce que je fais partie des médias, de l'omniprésence de l'alcool dans les médias. Il y en a un peu partout, dans plein d'émissions, dans plein d'écrans. On va sur YouTube, on est abonné à des chaînes YouTube, les jeunes le voient. Il y a vraiment beaucoup dans les téléréalités, aussi beaucoup de présence. Alors, il y a une étude très intéressante on va dévoiler certaines données ce soir. Et on va vous parler donc en détail de ce programme, donc à toi de juger. On va faire ça avec 3 invités, puis on a eu une discussion ensemble la semaine passée, puis on s'est posé plein de questions sur quoi retenir, puis quoi vous dire, puis comment vous le dire. Alors, je suis vraiment très heureuse de les retrouver ce soir. Avec moi ici, Myriam Laventure. Bonjour, Myriam. Bonjour. Qui est psychoéducatrice, qui est professeure titulaire au département des sciences de la santé communautaire de l'Université de Sherbrooke. Ils sont à distance, mais ils sont là. Pour l'instant, le verglas fait en sorte qu'ils ont encore de l'électricité. On verra. J'espère aussi que chez vous, ça se passe bien là, avec le verglas. Alors, on a Dr Réal Morin. Bonsoir, Réal. Bonsoir, Pénélope. Alors, Dr Morin est médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive à l'Institut national de santé publique du Québec. On la connaît bien, cette institution-là, maintenant, hein, l'INSPQ. Et on est avec Françoise Roy. Bonsoir, Françoise. Bonsoir, Pénélope. Qui est justement la co-auteure de ce programme dont on va parler plus tard, À toi de juger. Alors, je vous invite, vous le voyez dans votre écran, là, ça occupe une bonne partie de votre écran, l'outil de clavardage. Alors, on ne peut pas vous voir, on aurait sûrement fait cet événement-là au moins en hybride, là, si on n'était pas en pleine pandémie, mais ça nous permet de rejoindre bien du monde, donc on est quand même content de vous avoir de façon virtuelle, mais on veut vous lire, on veut vous sentir là, donc des commentaires sont bienvenus et des questions, évidemment. On va aborder quand même plusieurs thèmes ce soir. Vous n'hésitez pas, il va y avoir des périodes de questions, je vais les poser, mais on vous invite à les poser n'importe quand vous avez cette question-là, parce qu'on a une équipe ici qui va donc récolter certaines questions, puis on pourra les poser à l'un et l'autre de nos intervenants au cours de la soirée. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas, on est vraiment là pour répondre à vos questions ce soir. Alors, Myriam, allons-y avec la base, cette première gorgée d'alcool. Je ne sais pas comment toi, ça s'est passé dans ta... En fait, je t'ai supposée répondre, mais là, j'ai plus le goût de savoir comment toi, ça s'était passé. Ça fait longtemps, Pénélope, comment ça s'est passé? Tu me ramènes loin.
Honnêtement, je me rappelle pas. J'imagine que c'était avec des amis. OK, ben c'est ça. Que c'était avec des amis. Ça doit ressembler à... Moi, je m'en rappelle, mais c'était flou parce que c'était trop d'alcool. C'était trop sucré. J'avais probablement pas assez mangé dans ma soirée. C'était en cachette, donc il y a comme un élément d'interdit, un stress qui embarque. Malheureusement, ça ne m'a pas dissuadée de recommencer parce qu'il y en a eu d'autres fois après. Mais comment elle se passe? De ce qu'on connaît là, de la réalité de nos jeunes d'aujourd'hui, comment ça se passe, cette première gorgée? Bien, ça peut être différent hein, selon les jeunes, puis selon l'âge des jeunes aussi. Parce qu'il y a des jeunes qui s'initient plus tôt, il y a des jeunes qui s'initient plus tard, à l'adolescence, à l'alcool. Il y a certains jeunes qui vont être initiés à l'alcool dans leur famille. Donc, événement familial, fête de Noël. Est-ce que c'est assez courant, ça? Bien, pas chez les plus jeunes. Je dirais chez mes adolescents, chez les adolescents un peu plus âgés, là, 15 ans, 14, 15. Là, on se sent plus à l'aise parfois comme parents de dire, bien, est-ce que tu veux goûter? Puis des fois, même, c'est l'adolescent qui dit, bien, moi, j'aimerais goûter. Bon. Donc, ça, on va le voir arriver, là, chez les adolescents, donc je dirais à partir de 14 ans. Mais il y a aussi le fait qu'il y a certains adolescents qui ne veulent pas du tout partager ce premier moment-là avec ses parents, leurs parents, ils préfèrent le partager avec des amis. Souvent, ça va se faire à l'insu des parents, donc cette première consommation-là avec des amis. On va prendre des bouteilles d'alcool, de bière, peu importe, chez un ami ou chez soi, s'il y en a disponible. On va se rencontrer au parc, puis on va aller boire. Puis le but, ultimement, quand on le fait avec la famille, habituellement, c'est pour goûter. Ouais. Quand on le fait avec des amis, le but, c'est plus à la limite pour avoir une sentir sensation. L'ivresse. Oui, sentir l'ivresse, avoir la sensation. Gang aussi, faire comme d'autres qui l'ont peut-être fait avant, puis qui nous ont raconté peut-être, moi j'ai bu il y a 2 semaines dans un party. Oui, faire comme les autres. Il ne faut pas, on y reviendra sûrement, mais la pression des amis ou faire comme les amis est super important. Hein? Françoise, je vous entends là-dessus, Françoise, réagir. On va y revenir effectivement tantôt. Oui, on va en parler sûrement tantôt un peu plus, mais c'est vraiment central, dans le fond, en fait, le désir des jeunes d'être comme leurs amis, hein, comme d'autres. Donc, on pourra aborder toute la question de l'influence des pères sur les choix qu'on fait. Absolument. Donc, on a parlé de ces 2 possibilités, en famille, dans un contexte X, ou entre amis pour une autre raison. Comment, donc, si ça se fait en famille, ou même si ça ne se fait pas en famille, comment l'influence des adultes, comment les habitudes de consommation des adultes autour de ces jeunes-là fait en sorte que ça peut avoir une incidence sur la consommation des jeunes? Oui, mais ça a une grande influence. En fait, hein, on reste, quand on est des adultes, on est des modèles. Même si vos adolescents vous disent qu'ils n'ont rien à faire de votre modèle, puis ils ne feront pas comme vous, etc., mais ils observent quand même ce que vous faites. Donc, le rapport que vous avez comme parent ou comme adulte, significatif pour le jeune, le rapport que vous avez avec l'alcool va évidemment teinter ce que lui va voir ou peut-être ce qu'il veut reproduire. Donc, je pense que comme adulte, on a quand même une responsabilité au plan de l'exemple, puis au plan de l'éducation aussi avec nos jeunes. Parce que ça serait faux de dire « Ah, l'alcool, c'est mal, il ne faut pas boire d'alcool, etc. » Je pense qu'il faut ouvrir la discussion. Peut-être qu'on en parlera avec le programme aussi, mais il faut savoir ouvrir la discussion, puis regarder les bons puis les moins bons. Parce que si on diabolise d'un côté... À l'adolescence, on veut faire ce qu'on n'a pas le droit de faire, donc ça peut peut-être pousser. Si on est trop permissif, puis s'il y en a trop, ça peut donner, un nombre d'occasions peut-être parfois élevé pour les jeunes de se mettre de la partie aussi. Donc, il faut savoir un peu doser. Donc, est-ce qu'il faut commencer par regarder sa propre consommation d'alcool quand on a des inquiétudes par rapport à celle de nos jeunes? Bien, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même, puis regarder quel modèle on offre en fait à nos enfants. Parce que je peux bien dire à mon adolescent, c'est pas correct de consommer. Si moi, tous les soirs, j'arrive de travailler puis que je dis « Ah, je l'ai mérité, ce verre de vin-là, ce soir, puis il va faire du bien, ce verre de vin-là, ce soir », bien, après d'aller dire « Bien, tu peux pas boire » ou « L'alcool, c'est pas bien », bien, c'est comme si on envoie un message complètement contradictoire à notre ado. Puis l'adolescent va trouver une façon d'aller se promener dans cette incohérence-là. Là, c'est le propre de l'adolescence. OK. Quelque chose d'autre? Non, ça va, c'est ça, je disais. Donc, peut-être juste dire que ça va
qui on est, ce qu'on fait, puis ce qu'on dit. Je trouve que c'est les deux OK. choses qu'il faut observer comme adulte avec les ados puis la consommation. OK. Réal Morin, je me tourne vers vous parce que il y a une étude, en tout cas, vous étudiez ça à l'INSPQ, là, la consommation chez les adolescents. Quand on parle de consommation excessive, parce que je pense que c'est là que ça commence à inquiéter, là, de quoi on parle exactement? Oui, en fait, Pénélope, à l'Institut national de la santé publique, les gens savent qu'on fait beaucoup de statistiques. On l'a vu dans le cas de la COVID, mais on fait aussi des enquêtes. On a des enquêtes qui nous permettent de bien connaître, bon, c'est quoi que les jeunes consomment, alcool, tabac, drogue, et à quelle fréquence, etc. Donc, oui, effectivement, on a des données sur la consommation abusive. Juste au départ, on peut se demander, est-ce que c'est tous les jeunes qui consomment? D'abord. Donc, dans nos enquêtes, on pose des questions sur la dernière année. Dans la dernière année, as-tu pris de l'alcool? Bien, quand on pose des questions aux jeunes du secondaire, ils vont nous dire 6 fois sur 10, oui, j'ai consommé dans la dernière année. Donc, 6 jeunes sur 10 ont consommé dans la dernière année. Réal, est-ce qu'on est dans l'année de pandémie ou on est dans une année régulière? Une année régulière, OK, c'est parfait. des données d'enquête 2019. Parfait. Parce que ça peut être différent cette année, Oui. dans le sens que les jeunes ont été ils ont moins socialisé avec leur gang, quand ça aurait pu faire descendre. Donc, de façon générale, là, dans une vie normale, c'est générale, 6 sur 10. OK. Mais évidemment, on s'attend à ce qu'il y en ait moins en secondaire 1 Ouais. qu'en secondaire 5. Oui. En secondaire 1, c'est autour du quart. C'est déjà quand même Quand même. un quart qui est donc à moins autour de 12 ans. Et en secondaire 5, c'est 85 %. Donc, on a quelques chiffres à se mettre OK. en tête. Ce n'est pas tous les jeunes qui ont consommé au cours de la dernière année, mais c'est quand même une grande majorité des finissants du secondaire qui vont avoir consommé de l'alcool. Consommation abusive. Quand on parle de consommation abusive, on parle de prendre 5 consommations lors d'un événement, au moins une fois dans la dernière année. Donc, on demande à des jeunes, as-tu consommé dans la dernière année? As-tu consommé 5 consommations ou plus dans la dernière année? Et là, on a des chiffres aussi qui nous disent que pour l'ensemble des élèves du secondaire, c'est 1 sur 3 Oh, qui quand ont même! consommé de façon abusive au moins une fois dans la dernière année. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le binge drinking, Réal? Le binge drinking, OK. c'est ça. OK, à 5, on est dans le binge drinking. OK. Exact. À 5, chez un jeune secondaire, il y a de l'effet pas mal. On ne parle pas d'un verre prêt à table à la maison avec Ouais. son père ou sa mère. Puis en secondaire 5, c'est 6 sur 10 jeunes qui vont nous dire dans Quand les même. enquêtes que dans la dernière année, c'est arrivé au moins une fois qu'ils ont bu 5 ou plus. Puis ma dernière statistique que je veux donner, c'est que oui, prendre 5 verres ou plus une fois dans la dernière année, on n'en fait pas nécessairement un drame, quoi qu'il peut avoir des conséquences, on y reviendra plus tard. Mais il y a des jeunes qui consomment de façon abusive et de manière répétitive. Dans nos OK. enquêtes, on va chercher cette information-là. Ça veut dire quoi? Un jeune qui nous dit dans la dernière année, 5 fois ou plus, j'ai consommé plus que 5 verres, on va appeler ça un jeune qui a une consommation abusive répétitive. Et ça concerne quand même 3 jeunes sur 10 de secondaire 5. OK. Donc, en secondaire 5, la majorité ont déjà bu. En secondaire 5, dans la dernière année, ils sont à majorité à avoir consommé au moins 5 fois lors d'une occasion. Puis, il y en a 3 sur 10 qui, c'est assez régulier chez eux de consommer 5 verres ou plus quand ils consomment de l'alcool. Je ne sais pas si Pénélope, je me suis fait assez clair. Ah oui, oui, J'ai absolument. quand même Oui. quelques repères. Oui, oui, c'est très, très clair, Réal. Je sais qu'avec les chiffres, là, on a toujours peur de perdre des gens, mais je pense que vous n'allez pas trop bombarder de chiffres. On a bien compris. Et on a compris l'association de la répétition et de l'excès. Donc, c'est donc une combinaison là, qui peut rendre, qui doit rendre plus inquiet, en fait. On le sait, Dr Morin, le cerveau des jeunes est en pleine évolution jusqu'à 25 ans. Là. Qu'est-ce qui peut avoir comme effet irréversible ou en tout cas effet assez grave pour qu'on s'y attarde avec une consommation qu'on peut considérer excessive? Là? C'est une très bonne question, Pénélope. Effectivement, on considère que le cerveau se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. Après ça, c'est plutôt stable. Et même, on a des pertes de fonction cognitive qu'on appelle passé 25 ans qui sont normales. Mais on se construit jusqu'à 25 ans. On construit notre cerveau. Alors, et dans les phases de développement du cerveau, ça ne se développe pas de façon égale dans toutes les zones du cerveau. La zone qu'on appelle frontale en avant est celle qui est très active dans la prise de décision. On a des décisions à prendre dans une situation donnée, c'est la partie frontale qui va faire ce travail-là, et c'est la partie qui est la moins mature chez les adolescents.
Et donc, on voit la suite, c'est que quand on prend de l'alcool, et si on en prend trop, notre capacité de prendre des bonnes décisions est affectée par l'alcool et est affectée aussi par le fait que notre cerveau est moins mature, ce qui expose les jeunes à des risques, par exemple de blessures, d'actes de violence, de relations sexuelles éventuellement non consentantes et non protégées. Donc, à court terme, le fait d'être intoxiqué et en présence d'un cerveau qui n'est pas à pleine maturité, c'est pas banal. À long terme, parce que la question aussi que vous posez, Pénélope, C'est biologique. à long terme. Oui, puis c'est biologiquement, là. Qu'est-ce que ça peut avoir comme Ouais. effet, là? Ça, il faut être rassurant auprès des professeurs et des parents qui nous écoutent. On ne peut pas dire que le fait d'avoir pris de l'alcool à l'adolescence, puis même beaucoup, ça va avoir endommagé notre cerveau sur le long terme. Les études ont tendance à dire que le cerveau, quand même, c'est assez résilient, là, et puis ça va résister à l'alcool chez la presque totalité des gens. Ce qui ne veut pas dire que les habitudes d'alcool qu'on a prises jeunes, et si on consomme beaucoup d'alcool et souvent, qu'on ne restera pas avec ces habitudes-là à long terme. Et éventuellement, certaines personnes qui ont commencé à consommer pas mal quand ils étaient jeunes peuvent développer des dépendances. C'est pas que le cerveau est endommagé. C'est l'habitude. Mais l'habitude peut amener des comportements ou des problèmes de dépendance. Et là, on peut tomber dans les atteintes mentales, les maladies mentales, le trouble d'usage ou la dépendance. C'est aussi une maladie mentale. Et ça peut s'acquérir par des habitudes de consommation abusive prises tôt dans la vie, donc à l'adolescence. Et finalement, je terminerai peut-être quand on pense à cerveau, quand on pense à consommation, quand on pense à santé, il peut y avoir des effets sur la dépendance, il peut aussi y avoir des effets sur des maladies chroniques. Évidemment, les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, la dernière chose qui les intéresse, c'est d'entendre parler de cancer, des maladies du cœur, mais il faut quand même dire dans une séance comme aujourd'hui que prendre des habitudes de consommation tôt dans la vie et les maintenir la vie durant, ça peut causer plus tard dans la vie des cancers. Et avec ça, on a fait le tour très, très rapide là, des effets de l'alcool sur le cerveau et sur la santé en général. Et Myriam, tout à l'heure, on parlera des effets psychologiques là, de la consommation. François, je terminerai peut-être ce premier thème avec qu'est-ce qu'il y a à toi de juger spécifiquement là, sur ces questions d'inquiétude biologique. Est-ce que je vais perdre la mémoire? Est-ce que je vais... Bon, qu'est-ce qui peut m'arriver dans les prochaines années puis à l'âge adulte? Est-ce qu'on aborde ça dans le programme? Oui, c'est abordé, notamment en secondaire 3 en sciences, où on invite les jeunes à réfléchir justement. La science teste l'alcool. C'est quoi l'impact de la consommation? C'est quoi l'impact sur le corps humain, notamment? Donc, puis aussi toute la question de la prise de décision. Hein? Donc, qu'est-ce qui influence nos prises de décision? Donc, ce sont des thèmes abordés, en effet. Et ça, on en parlera tout à l'heure de ces prises de décision-là, parce que ça, c'est un effet quand même qui peut être assez direct d'une consommation excessive. Juste en terminant, Dr Morin, Véronica nous demande, c'est bien 5 consommations dans la même soirée qui est considérée comme une consommation excessive? Lors d'un événement, on consomme un soir 5 consommations et plus. Et il y a donc des jeunes, je pense que c'était 3 jeunes sur 10 en secondaire 5 qui avaient fait ça 5 fois pendant l'année. Donc... Exact. C'est à peu près ce chiffre. 5 fois ou plus. 5 fois ou plus. OK. Donc, on va répondre. N'hésitez pas avec les questions. Dans une dizaine de minutes, on va répondre. On va pouvoir prendre un moment pour répondre à vos questions. Myriam, on va discuter pour les prochaines minutes d'alcool et de santé mentale parce que c'est important d'outiller nos jeunes, de s'outiller nous-mêmes comme adultes pour savoir que, bien, on l'a vécu, nous, l'adolescence, mais je ne suis pas sûre que j'aurais voulu être adolescente en 2022. Ça vient avec son lot de difficultés, très clairement. On veut être très autonome, en même temps, on est très vulnérable, on est aussi influençable, c'est un moment charnière. Déjà, c'est tough, l'adolescence. Comment ça peut devenir une période où on a particulièrement envie de boire pendant ce moment-là? Oui. Bien, tu le nommes, là. En fait,
on est en transition. À l'adolescence, on veut gagner en autonomie, on veut gagner en liberté, en fait. Puis la consommation, bien, ce qu'on présente aux adolescents, puis de la façon que les adolescents se le présentent entre eux aussi, la consommation d'alcool est vue comme une possibilité, une façon d'être plus autonome, d'avoir plus de liberté, d'avoir du plaisir. Et donc, ça arrive, bien, Réal le disait, là, 85% des jeunes rendus en secondaire 5 ont consommé de l'alcool. C'est plus l'exception à la règle, là, tu sais. C'est comme à l'adolescence, j'hésite toujours à dire, il y a comme quelque chose d'une normalité dans tester de l'alcool, mais ça fait partie de ce qu'on va essayer dans l'adolescence. Puis peut-être faire du pouce sur ce que Réal disait tantôt, bien, parmi tous ces jeunes-là qui vont tester ça, on est quand même à 5% des jeunes qui vont développer une consommation plus problématique. Okay, c'est important de le dire. Le 95% des autres jeunes vont expérimenter. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas boire de façon abusive une fois, deux fois, trois fois, mais c'est pas, ils ne développeront pas une problématique. Alors, quand on parle d'une problématique à l'adolescence, là, ça vise à peu près 5% de nos jeunes qui sont plus à risque, 5% qui ont un problème de consommation d'alcool, de consommation, parce qu'on va inclure le cannabis, même si ce n'est pas de ça qu'on parle ce soir, mais qui ont une consommation problématique déjà à l'adolescence, OK? Donc, qui ont besoin d'aide. Donc, ça s'inscrit, c'est une façon... puis quand on leur demande aux adolescents pourquoi ils consomment, la première réponse, ils vont vous dire qu'ils consomment pour le plaisir. Pour avoir du fun, pour le plaisir. Puis se sentir devenir adulte, puis se sentir faire leur propre choix, puis expérimenter des sensations de toutes sortes, puis être en gang. Puis... C'est sûr qu'eux autres, ils diront pas « je bois de l'alcool pour m'émanciper ». Ils vont dire « moi, je bois de l'alcool pour avoir du fun avec mes amis, pour faire comme mes amis », même ça, ils n'aiment pas beaucoup le dire. Okay. Mais plus comme pour avoir du fun, pour vivre ce que j'ai à vivre ma vie, là, puis voilà ça, c'est pour ça que je bois, tu sais. Quand on entend parler de santé mentale chez les jeunes, on entend anxiété de performance, hein, Françoise Réal, on le sait, on entend anxiété aussi pour d'autres raisons, on entend dépression. Comment l'alcool peut être une façon inconsciemment de s'auto-médicamenter quand on est adolescent, puis qu'on est non diagnostiqué. Là. Je parle de quand on n'est pas diagnostiqué puis on n'est pas suivi, mais on n'est pas bien dans notre peau, on a un problème d'estime de soi, on est anxieux, puis là, comment rentrer l'alcool dans cette dynamique-là peut arriver? Bien, il faut comprendre une chose. Tantôt, vous avez parlé du système nerveux central avec Réal. L'alcool, c'est un dépresseur sur votre système nerveux central. Donc, ça paraît peut-être bizarre à dire parce que les gens vont dire, ben moi, quand je bois de l'alcool, je ris, j'ai du plaisir. Mais le lendemain, c'est moins drôle. Des fois, quand on dépasse la limite, même on s'endort parce qu'on a trop bu. Mais c'est un dépresseur. Et donc, peut s'installer. Donc, il y a des jeunes, effectivement, qui peuvent consommer parce qu'il y a de l'anxiété. Donc, l'alcool, qu'est-ce que ça va faire? Ça va les calmer. Peuvent consommer parce qu'ils se sentent tristes. Ça va me faire oublier pour quelque temps que je me sens triste. Ça va, même des mots physiques, ça va me faire oublier pour quelque temps que j'ai mal à quelque part puis que ça va pas bien. Mais on voit rapidement que ça peut devenir un cercle vicieux. Là. Si on parle entre autres des jeunes où, par exemple, il y a un peu plus de dépression, bien, comme l'alcool, c'est un dépresseur, moi, j'ai une tendance à être un petit peu plus dépressif. Je n'aide pas ma cause en prenant de l'alcool, évidemment. Donc, bien, c'est sûr que là, ça devient comme un cercle vicieux. Faut comprendre quelque chose aussi. Oui, allez-y, Réal. Oui, vas-y, Réal. Non, je ne vais pas... peut-être juste parce que c'est intéressant la discussion que nous avons là, parce qu'on dit à la fois que les jeunes consomment pour avoir du fun avec des amis, mais effectivement, Myriam, comme vous venez de le dire, c'est un effet dépresseur, calmant, régulateur de stress. Mais ce qu'on ne sait pas bien, parce que c'est très récent, c'est les jeunes qui ne peuvent plus voir des amis pendant la pandémie. Ils font quoi? Est-ce qu'ils ont consommé, est-ce qu'ils auraient consommé de l'alcool, non pas pour avoir du plaisir, mais pour réguler du stress? Et ça peut devenir préoccupant parce que les motifs habituels de consommation, avoir du fun, peuvent devenir des motifs réduire mon malaise d'une certaine façon. Les adultes l'ont fait. Une partie des adultes l'ont fait pendant la pandémie. Là. Il y en a pour qui c'est devenu, au lieu d'être le vendredi soir ou le samedi soir au resto, puis on se prend beaucoup d'alcool, on va en prendre de façon régulière tous les soirs, peut-être pour geler un peu cette langueur qu'on a par habitude. Donc, il n'y a pas de... Les jeunes ce qu'on craint, c'est qu'il ne faudrait pas que les jeunes
on peut comprendre les gens d'avoir du plaisir en groupe. Et si les gens commencent à faire de l'automédication, d'une certaine manière, avec l'alcool, c'est un pattern de consommation qu'on ne souhaite pas du tout. Là. Ça va être intéressant que l'INSPQ se plonge là-dessus. C'est pour ça que tantôt, je posais la question, les chiffres que vous évoquez réels pour la consommation répétitive excessive, est-ce que c'est dans une année pandémique ou c'est de façon régulière? Mais il faudrait effectivement aussi se plonger sur la consommation des jeunes. Mais si tu permets, il y en a quelques études qui sont sorties sur la consommation. On ne peut pas répondre à la question de Réal pour les raisons de consommation, parce que les raisons ont changé, parce que, bon, socialement, on se voit moins, mais la consommation en tant que telle, elle est restée chez les adolescents. On n'a pas vu de grands écarts là, augmenter. Mais on a vu une consommation se maintenir, puis c'est étonnant. Puisque c'est étonnant puisque les situations sociales qui nous permettent de consommer sont plus là. Ça veut dire, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui consomment peut-être seuls, il y a des jeunes qui consomment, puis c'est pas, mais c'est ça. Faut voir. Moi, je vois toujours la consommation à l'adolescence comme une stratégie adaptative. Là. Que ce soit pour faire partie d'un groupe, c'est ma façon de faire partie du groupe. Ça peut être ma façon de faire partie du groupe. Si je me sens pas bien, ça peut être ma façon de me sentir mieux quand je consomme. Pour moi, c'est comme une stratégie parmi d'autres. Malheureusement, il y a des jeunes pour qui ça devient leur unique stratégie à un moment donné, et puis c'est là que le problème arrive. Juste avant qu'on passe aux deux questions qui sont arrivées, Réal, parlons aussi, tout à l'heure on a parlé des risques biologiques, des possibilités biologiques, mais il y a d'autres possibilités psychologiques ou de situations qui peuvent devenir un problème quand les jeunes consomment. On en avait parlé ensemble, là. Comportement sexuel par exemple, peut-être... un peu transformé, rentrons un peu là-dedans. C'est la prise de risque, hein? C'est les effets de la prise de risque. C'est des situations que Françoise et Myriam connaissent très, très bien aussi. Ce qui va nous préoccuper du côté santé publique, je dirais, là, quand on mesure, par exemple, les décès, les maladies causées par l'alcool, donc, on va évidemment se préoccuper des blessures. L'intoxication d'un jeune, c'est une chose, mais l'intoxication d'un jeune qui quitte un lieu en état d'ébriété, on a vu des incidents extrêmement malheureux de gens dont on ne s'est pas préoccupé de leur sécurité au moment de l'intoxication. Puis évidemment, des comportements à risque et à risque de maladie. On a parlé des comportements sexuels à risque. Évidemment, on sait ce que ça peut vouloir dire, des grossesses indésirées, bon, etc. Violence sexuelle. Des infections transmissibles sexuellement, etc. Ça, c'est des choses qui sont documentées également, pour lesquelles on peut avoir aussi des données. Quand on pense aux aspects psychologiques, je pense que Myriam est mieux placée que moi pour aborder l'ensemble des réalités psychologiques là, qui peuvent être associées au fait d'avoir consommé de l'alcool ou dans le développement des jeunes en lien avec l'alcool. On va aller aux questions, Myriam, ou quelque chose à ajouter là-dessus? Bien, en fait, peut-être juste ajouter, parce qu'on a parlé beaucoup des problèmes de santé mentale comme la dépression, l'anxiété. Puis je voudrais pas taire que parmi les jeunes, puis il y a peut-être des parents à la maison, c'est ce qu'ils vivent, qui ont des enfants qui sont plus du côté du trouble du comportement. Donc, l'opposition, un peu de délinquance, un peu... puis l'alcool vient aussi dans cette problématique-là, parce qu'on se rappelle que l'alcool, vu que c'est un dépresseur, ça va désinhiber. Ça va altérer nos choix, Réal nous l'a dit tantôt, ça va nous faire prendre plus de risques. Fait qu'on sait que les jeunes qui, très, très jeunes, présentent des troubles de comportement, opposition, troubles des conduites, etc., sont plus à risque de s'initier précocement à la consommation, puis sont plus à risque aussi de faire ce mélange-là avec les troubles du comportement. Puis, encore une fois, on va s'installer, pas pour la même raison que la santé mentale, encore une fois, on va s'installer comme un cercle entre le problème de comportement et la consommation d'alcool. OK, il y a des questions très intéressantes. Je vais essayer de faire parler Françoise un peu sur une question. Isabelle nous pose une question et je suis convaincue que dans le programme À toi de juger, dont on va parler en détail tout à l'heure, Françoise, l'alcool comme rituel de passage chez les jeunes, comment déconstruire cela? Bien, notamment en secondaire 5, hein, on connaît tous le bal des finissants. C'est un thème qui est abordé particulièrement à ce niveau-là par rapport à justement à quel point ça prend de l'importance et
comment on va se comporter, en fait. Tu sais, l'idée, notamment du programme, c'est pas de dire aux jeunes, c'est pas de faire la morale, hein, et de dire aux jeunes de ne pas consommer, mais c'est davantage de dire, si jamais vous décidez de consommer, c'est quoi les comportements adéquats à avoir en consommation, notamment, ben, dans le bal définissant, tu sais, comment vous allez vous mettre en sécurité, notamment. Oui, OK, d'accord. Alors ça, c'est abordé. Nathalie, je me tourne vers vous, Myriam, pour cette question. Est-ce que les comportements à risque sont plus présents en milieu défavorisé? Mon premier réflexe, ça serait de vous dire non. Ça serait de vous dire non. Être dans un milieu défavorisé, vivre dans une plus grande pauvreté, vivre dans un milieu où la consommation d'alcool est plus acceptée, etc., c'est des facteurs de risque. Mais ce n'est pas parce qu'on a un facteur de risque qu'on va développer nécessairement la problématique. Donc, comment je veux dire, la consommation d'alcool, ça n'épargne aucun jeune. Je veux dire que tu sois d'un milieu défavorisé ou favorisé, puis à la limite, pour boire de l'alcool, il faut que tu aies de l'argent, là. Fait que si tu es dans un milieu trop défavorisé, c'est peut-être pas vers l'alcool que tu vas te tourner. Mais tout ça pour dire que moi, je ne ferais pas un lien direct entre milieu défavorisé, plus de prise de risque. Je pense qu'il y a des jeunes qui vivent dans des milieux tout à fait favorisés, puis qui vont consommer de l'alcool, puis qui vont prendre des très grands risques aussi. OK, d'accord. Et en terminant ce bloc-ci, Réal, est-ce que problème de dépendance veut dire problème de santé mentale? On l'a évoqué tantôt, peut-être une précision, peut-être revenir un peu sur ce qu'on a dit tantôt, là. Il y a des critères qui nous permettent de dire que quand une personne a un certain nombre de problèmes associés à la consommation, et là, je n'irai pas dans l'énoncé de ces différents critères-là, quand on cote, pour ainsi dire, sur ces différents critères-là, on peut avoir un diagnostic médical qui s'appelle un trouble d'usage de l'alcool. C'est un terme plus récent pour dire dépendance. Et ça, c'est une maladie mentale au sens réel du terme dans le domaine médical. Donc, oui, la dépendance. Là, on parle de la dépendance qui rencontre des critères particuliers médicaux. OK, parfait. Je ne sais pas si je me fais assez clair, là, mais... Oui, je pense que oui, ça donne en tout cas une piste de réflexion, peut-être une piste d'action aussi, de toute façon, je veux dire, d'aller voir et de se faire diagnostiquer ou d'aborder ce problème-là, possiblement avec un médecin de famille ou quelqu'un, pas de mauvaise idée. Mais dès lors que quelqu'un qui dit « Moi, je pense avoir un trouble avec la consommation », un parent qui dit « Mon enfant, je considère vraiment qu'il y a des comportements compulsifs de consommation », je pense qu'il faut que ce parent-là, ce jeune-là, s'inquiète, éventuellement et consulter. C'est pas fréquent, Myriam le dit, mais ça existe. OK. D'ailleurs, tout ce qu'on aborde ce soir, là, sur le site d'Éducalcool, sachez qu'il y a des ressources, je veux dire, beaucoup plus complètes. Tout ce qu'on aborde est abordé, mais de façon peut-être un peu plus vaste. Donc, vous pouvez trouver réponse à vos questions sur le site d'Alcool. Puis avec le programme À toi de juger aussi, vous allez avoir des outils vraiment pour fouiller ces questions-là et vos inquiétudes plus profondément. Alors, c'est la portion réelle de cette heure où je me demande si quand je vais boire un verre, à tout le monde en parle, ou quand je suis invitée aux enfants de la télé puis que je bois un verre puis 2 verres, si je contribue au problème de consommation des jeunes. Je sais que je contribue à la normalisation de l'alcool qui est vraiment, je veux dire, partout en ce moment. Là, on en parlait en discussion, puis je disais, moi, à la radio, j'ai fait des chroniques, j'ai reçu des gens pour nous parler de vin avec le brunch, de vin en apéro, de vin pendant le souper, de vin de digestif, puis de vin dans le café, puis d'alcool dans le café. L'alcool est vraiment généralisé. Comment faire la différence entre... Bien, parce que vous avez fait une étude, vous êtes penché sur la question, elle n'est pas encore sortie, cette étude-là, mais qu'est-ce qu'elle dit sur la télé et l'alcool pour les jeunes, l'influence sur les jeunes, Réal? D'abord, pourquoi on fait ce genre d'études-là? C'est parce qu'on s'intéresse à tous les facteurs qui peuvent exercer une influence sur l'adoption des comportements de consommation. Ici, on parle des jeunes. Et la littérature scientifique nous avait déjà démontré que les jeunes étaient sensibles à la publicité de l'alcool, que les jeunes pouvaient consommer du fait d'avoir été exposés, entre guillemets, donc, à des publicités omniprésentes de l'alcool dans les médias, donc notamment à la télévision, et de plus en plus dans les réseaux sociaux, par exemple. Donc, on parle de placement de produits, on parle de placement de produits, parce que de l'alcool, on en annonce un peu, mais pas tant. Exact. Mais dans l'étude que nous avons faite, sur le placement de produits, donc la présence de l'alcool dans les téléréalités, notamment les téléréalités qui intéressent beaucoup les jeunes,
il y a 3 émissions de télé-réalité qu'on a examinées dans le fin détail. On a regardé les émissions du début à la fin pendant une saison. Big Brother, Célébrité, L'amour est dans le pré et bien sûr Occupation double. Et on a examiné dans le fin détail la présence de l'alcool, comment c'est mis en scène, on consomme quand, dans quel contexte, etc. On consomme combien. Et on a quelques données de chiffres que je vais vous donner en primeur. L'étude va sortir dans quelques mois. Mais dans 9 épisodes sur 10 de ces émissions-là, il y a de l'alcool qui est présent. Et présent pas juste une fois. Dans certains épisodes, là, ça pouvait aller jusqu'à 20 présences d'alcool dans un même épisode, dans ces téléséries-là. Et quand on examine, oui, c'est bien beau la présence de l'alcool, mais de quelle manière ça peut influencer les comportements? Alors, ce qu'on voit dans ce type de télé-réalité-là, c'est les participants, les participantes vont intégrer l'alcool dans à peu près tous les domaines de leur vie quotidienne dans ces émissions-là. La plupart des gens qui nous écoutent connaissent un peu le fonctionnement de ces émissions. Et de telle manière que matin, midi, soir, dans toutes sortes de contextes, on va voir l'alcool présenté. Et voici quelques exemples. On veut faire partie du groupe, on veut participer à des activités sociales, à des jeux, etc. L'alcool va être présent. Il y a beaucoup, vous savez, dans ces émissions-là, c'est quasi le but de l'émission, si ce n'est pas carrément le but de l'émission, faciliter des rapprochements, permettre que des couples se fassent. Donc, il y a des démarches de séduction, il y a des rapprochements intimes. L'alcool va être systématiquement présent dans ces situations-là. Et il y a aussi des émotions qu'on vit. On a du plaisir, on a aussi de la tristesse. L'alcool vient s'insérer aussi dans les émissions. Les participants et les participantes, systématiquement, sont amenés à consommer de l'alcool. Et ce qu'on sait, c'est que les jeunes exposés à ces modèles-là vont avoir tendance à s'identifier aux personnages et à intégrer ces modèles de consommation-là, les normalisant. Si on les voit de telle manière, c'est qu'ils sont normaux. C'est ça, on s'en parlait. Les jeunes sont... Pardon? On s'en parlait tout à l'heure en répétition, en réel, puis on disait dans certaines situations de la vie amoureuse, de la vie sociale, pour se dégêner, on va prendre l'alcool. Pour avoir une conversation franche, on est dans un triangle, je prends Occupation double, dans un triangle amoureux, je sais pas comment je vais lui dire ça, je vais me dégêner un peu avec un peu d'alcool. Associé à du flirt, je vais être plus sexy, je vais être plus apte, je vais me sentir mieux si je prends de l'alcool. Donc, c'est comme si, effectivement, c'est super facile de faire du mimétisme là, après ça, face à ces situations-là, puis penser que ça vient automatiquement toujours avec de l'alcool, ces situations-là. Voilà, ça normalise, ça modélise d'une certaine manière les jeunes par rapport à ces comportements. Les jeunes voient qu'il s'agit de publicité. Les jeunes savent qu'avec les marques qui sont présentes partout, ils savent qu'il y a des compagnies là-dedans qui veulent faire de l'argent en vendant des produits. Ils savent ça. Mais en même temps, ils ne sont pas tout à fait conscients de l'adoption que ça peut amener de ces comportements-là dans des situations de la vie qui sont en même temps celles qu'ils vivent ou qu'ils vivront, ces jeunes-là, qui passent évidemment dans toutes ces étapes de socialisation, de séduction, de gestion de peine, de stress, etc. Donc, c'est ce que nous étudions et nous allons poursuivre ce type d'études-là en examinant le rôle des médias sociaux, des influenceurs, influenceuses, etc., pour mieux comprendre finalement l'ensemble du phénomène des influences sur la consommation d'alcool. Ben oui, et éventuellement faire de la prévention. Ben oui, OK. Il faut faire de la prévention au bout de course. Oui, c'est ça. Parce la que... prévention ne peut pas passer que par des parents attentifs à leurs enfants. Il y a une responsabilité sociale aussi par rapport à la prévention. Nous considérons que les médias doivent réfléchir et participer d'une certaine manière, à la débanalisation de l'alcool dans des situations qui nous apparaissent à nous, chercheurs, un peu abusives, dans l'exemple que j'ai mentionné des téléréalités. Bon, est-ce que c'est en passant de 20 occasions d'alcool à 10 dans une même émission qu'on y arrive, ou c'est en passant des émissions complètes sans alcool qu'on y arrive? En même temps, des situations complètes sans alcool, les jeunes qui regardent ne sont pas dupes. Ils vont se dire, ça se peut pas, c'est pas une télé-réalité si on est dans un party puis il n'y a pas d'alcool. Puis si dans une même soirée, on nous montre 2 dates, un French, un party, une peine, puis qu'il n'y a pas eu d'alcool à travers tout ça. Donc, comment faire de la prévention? Comment les médias
peuvent jouer un rôle là-dedans, Réal? Là, je sors de l'étude. Ben, Mais... en fait, Pénélope, c'est la systématisation de l'alcool dans toutes les scènes de la vie quotidienne, alors que quand on regarde la population, en général, les gens qui nous écoutent, ils ne consomment pas de l'alcool dans toutes ces situations-là 3 fois par jour. Oui, mais les gens qui regardent la Heureusement, télévision, d'ailleurs. ils n'ont pas 18-20 ans. Le public moyen des émissions le soir de grande écoute, c'est à peu près 55 ans, 60 ans. C'est des femmes de 55, 60 ans. Les jeunes de 18 ans, par exemple, quand ils regardent la télé, ils regardent Occupation Double ou sont sur YouTube. Et là aussi, on retrouve sur les chaînes YouTube, Réal notamment, mais sur d'autres plateformes aussi, TikTok et autres, aussi de l'alcool dans ces endroits-là. C'est sûr. Mais là, quand on parle d'occupation double, on parle de public de 14, 15, 16, 17 ans. Là. On ne parle pas que de personnes majeures. C'est ça, je veux dire, dans le sens où, effectivement, la télévision dans son ensemble n'est pas regardée par ces gens qui ont 14-15 ans. Effectivement, c'est comme une espèce de... Je comprends les médias d'être un peu pris entre l'arbre et l'écorce, mais effectivement, il faut commencer ce mouvement-là quelque part, Myriam, sinon on s'en sortira jamais. Je pense puis je fais des liens parce que je me dis, en fait, ce que l'étude de Réal ressort, c'est encore une fois les modèles sociaux. Dans le fond, adolescent, on veut être différent de tout le monde, mais on fait comme tout le monde. C'est ça, être adolescent. Donc, c'est encore une répétition de modèle social. Puis, je me dis, ben je pense que c'est vrai que les médias ont un travail à faire. Peut-être c'est vrai que bon, on pourrait montrer des modèles plus simples de consommation. Est-ce que ça l'intéresserait les jeunes? Je ne le sais pas. Mais je pense aussi que ceux qui font de la prévention doivent peut-être faire contrepartie sur les réseaux sociaux. Là, tu sais, je veux dire, on va parler d'un programme qui se fait à l'école, mais rien n'empêche de faire de la prévention sur les réseaux sociaux, tu sais, de faire contrepartie à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Puis il y en a des recherches auxquelles je collabore qui travaillent actuellement à développer ça, ces choses-là, de dire on va aller les rejoindre où ils sont, nos jeunes, parce que où le message va passer, en fait, aussi. C'est ça. On dirait qu'il y a comme deux modèles en ce moment. Il y a des mouvements de sobriété, je pense entre autres à Sober Lab, il y a toute cette façon de voir la chose. Et sinon, il y a des équivalents de recettes pompettes. Là, on le voit sur YouTube, là, une influenceuse très populaire au Québec qui fait la cuisine en devenant pompette. On dirait qu'il y a comme deux modèles et une consommation responsable chez les jeunes. Hein, Françoise, on dirait qu'on n'en voit pas tant de ce modèle-là. Bien, en fait, les jeunes, comme on disait, ont envie de faire comme tout le monde, même si ce n'est pas ça ce qu'ils disent. Mais en même temps, c'est vrai, si à toutes les occasions, il y a de l'alcool dans nos activités, bien, c'est normalisé. Hein, la normalisation d'un phénomène, c'est facile. Puis c'est un peu ce que j'entends aussi là, de ce que nous rapporte Réal. Hein, c'est la banalisation de la consommation, la normalisation qui est inquiétante, dans le fond. On est content, on boit, on boit, on ne sait pas quoi faire, on boit, c'est comme ça devient une espèce de réflexe qu'on a normalisé. Puis les médias, effectivement, on leur part de responsabilité très certainement à jouer là-dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur cette portion médias et consommation, Réal, avant qu'on passe au dernier thème? Ben, en fait, on a fait le tour pas mal de la situation, mais je terminerai peut-être en disant ceci. Quand c'est rendu qu'à la fin d'un épisode de télé-réalité, on applaudit les candidats qui ont été les plus sous pendant la saison et on s'en fait une joie, un plaisir, une célébration. Ça montre quelque chose qui dépasse, je pense, le bon sens et le bon goût. Oui, OK, d'accord, on comprend bien. Alors, allons-y et je vous invite toujours à nous poser les questions, à faire des commentaires. On est là vraiment pour vous. Vous avez 3 experts sur la question ce soir. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à utiliser ce temps qui vous est alloué. Et là, on va rentrer dans, Françoise, la portion consacrée donc au programme À toi de juger, donc programme d'Éducalcool pour voir comment parler d'alcool à l'école. Et d'ailleurs, on vous a demandé, je pense à l'inscription de cette soirée, on vous a demandé connaissez-vous le programme et la vaste majorité d'entre vous ne le connaissez pas, même s'il y a beaucoup de professeurs, Françoise, qui sont à l'écoute ce soir et c'est vraiment adressé aux professeurs. Donc, qu'est-ce que le programme À toi de juger? En fait, le programme À toi de juger, c'est justement un programme qui est adapté au programme de formation de l'École québécoise, en ce sens qu'il est monté, organisé en situation d'apprentissage et d'évaluation. Hein? Donc,
on s'est demandé, en fait, dans la création du programme, puis je suis une des co-auteurs, mais avec plein de conseillers pédagogiques, enseignants, etc., on s'est demandé qu'est-ce qui serait utile pour que les enseignants puissent l'utiliser. Hein, on compte beaucoup sur le milieu scolaire pour parler de différentes problématiques, là, autant de l'importance du casque ABC que des agressions sexuelles, en fait, de l'éducation à la sexualité, de l'alcool, etc. Fait que l'idée, c'était de dire il faut que ça soit utile, facilement utilisable. Donc, ce programme-là, il est monté en fonction que l'enseignant a tout le matériel qu'il a besoin pour animer des situations d'apprentissage et d'évaluation. Donc, avec un guide de l'enseignant, un cahier de l'élève, des corrigés, des grilles d'évaluation, puis à la fin de l'activité, ils peuvent vraiment cocher, c'est pas ça qu'ils font, là, mais dire, OK, j'ai atteint tel objectif du programme de l'École québécoise, hein, parce que le programme, il y a à la fois des domaines qu'il faut, des domaines généraux, des axes de développement, des compétences spécifiques à développer à chacune des années, des thèmes à aborder. OK, allons-y, Françoise, concrètement. Donc, c'est de 6e année à secondaire 5? De 5e année du primaire à 5e année du secondaire. Bon, par exemple, si on prend la première année, le secondaire 5, les professeurs qui nous écoutent en ce moment, alors, vont sur ce programme-là, ce sont des enseignants de 5e année, au primaire. Ils vont tomber, par exemple, sur quoi et en discuter dans quel type de cours, par exemple, en 5e année? Bien, c'est une très bonne question. En effet, en 5e année du primaire, le thème qu'on va aborder, c'est l'influence des autres et l'affirmation de soi. OK? Donc, par exemple, une des activités qui est proposée aux élèves, c'est de réfléchir à l'influence des autres. Fait que, par exemple, on va pas parler d'alcool d'emblée avec les enfants, pas la première chose qu'on va faire, mais par exemple, on va se demander c'est quoi l'influence, c'est quoi la pression des autres. Puis, par exemple, hein, on va se poser la question, imaginons que tes amis s'habillent à la mode, puis qu'à un moment donné, toi, tu t'habilles pas comme eux, ils rient de toi. Bien, qu'est-ce que tu penses que ta meilleure amie, elle te dirait? Qu'est-ce que tes parents te diraient par rapport à cette situation-là? Qu'est-ce que une compagnie de vêtements de marque te dirait? Qu'est-ce que les gens qui travaillent en protection de l'environnement te diraient par rapport à s'acheter toujours des vêtements? Et tranquillement, on va aller dans une situation, par exemple, plus spécifique où on va dire, bon, mais par exemple, il y a des gens qui veulent exclure un ami, hein, qui veulent plus parler à un ami. Comment tu réagis par rapport à ça? Qu'est-ce que te diraient tes parents? Les programmes d'éducation à l'école, là, ils diraient quoi, eux? Et tranquillement, on arrive à une situation où vous trouvez, hein, vous êtes dans un festival, vous trouvez une caisse de bière, il y a de vos amis qui décident, qui proposent d'ouvrir une bouteille, bien, qu'est-ce que vous faites? Ta meilleure amie dirait quoi? Tes parents diraient quoi? Les affiches de promotion à l'école te diraient quoi? Donc, on a des activités dans lesquelles les jeunes peuvent réfléchir à différentes situations. Ça, c'est 5e année, Françoise? On aborde l'alcool. Ça, c'est 5e année. En 5e année du primaire. OK. Ouais. Si on prend, je sais pas moi, secondaire 2. En effet, en secondaire 2, on va aborder l'autonomie puis la dépendance. C'est quoi la différence entre être autonome et être dépendant? Alors, on va inviter les jeunes à travers l'information qu'ils vont aller chercher, par exemple, sur le site d'Éducalcool, sur des bandes dessinées, sur des affiches, dans des documents. On va les inviter à planifier une activité. Donc, 3 étapes, là, les enseignants vont reconnaître ça. En 3 périodes de 75 minutes, une démarche par période où on va leur demander de monter un document de sensibilisation pour les autres élèves. Fait que, en équipe, ils vont avoir des thèmes différents. OK. Tout à l'heure, on a abordé les rituels en secondaire 5. Ouais. On a parlé aussi de l'aspect plus biologique en secondaire 3. Oui, en effet, on la science qui teste l'alcool. Donc, c'est quoi la différence de consommation entre un gars et une fille selon le poids, selon l'âge? C'est quoi l'impact des mélanges, notamment? Hein, donc, des mélanges d'alcool. Je vous donne un exemple. En 6e année, on va aborder le thème de comment m'outiller face à la pression des pairs. Hein, les jeunes passent de 6e année à secondaire 1. Ah oui. Hein, donc, comment on va s'outiller par rapport à ça?
Fait qu'on, par exemple, on a une activité où on a une joute d'improvisation avec différents thèmes, dont certains abordent la pression des pères, pas juste l'alcool, parce que dans le fond, c'est ça la grande question. L'objectif du programme d'Éducalcool, c'est vraiment de voir comment on peut retarder notamment le plus possible l'âge de la première consommation, comment on va aider les jeunes à faire des choix judicieux, à faire des choix réfléchis, à avoir plus de connaissances, à s'outiller pour s'informer, pour faire des choix dans le fond. OK, là, Myriam a réagi quand on a parlé, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Retarder le plus possible la première consommation, Myriam. Ça, c'est important. C'est important? Oui, c'est important. En fait, on va parler de consommation précoce quand un jeune va boire de l'alcool avant l'âge de 12 ans. Okay. C'est environ 12 des jeunes qui vont consommer, 10 à 12 des jeunes qui vont consommer avant l'âge, qui vont avoir bu leur première... C'est beaucoup. Ça me semble que c'est beaucoup, oui. C'est beaucoup. C'est des jeunes, souvent, tantôt je vous le nommais, avec peut-être des jeunes qui ont, par exemple, des troubles de comportement. Il y en a qui sont plus fragiles un petit peu à s'initier précocement, ceux qui défient un petit peu plus l'autorité, ces jeunes-là. Ce qu'on sait, moi, j'étais là-dedans. Hein? Je vais vous le dire tout de suite, là. Moi, j'étais tout à fait dans ce... Bon. Puis tu vois, regarde, tu vas bien aujourd'hui. Bien, je n'osais pas le dire, là, mais oui. Faut jamais faire le lien ou la cause à effet. J'ai bu avant 12 ans, je suis rendu quelqu'un de dépendant, ayant une dépendance. En toute transparence, effectivement, tout au long de mon adolescence et même de la vie adulte, c'est une vigilance de tous les instants. Oui. Et là, je comprends que probablement j'étais prédisposée à cet âge-là. Effectivement, il y a des comportements qui se sont ancrés chez moi où toute ma vie, j'ai été très vigilante. Donc, c'est intéressant quand même. Puis parce qu'il y a d'autres facteurs. Tu sais, il y a des facteurs... De consommer de l'alcool avant 12 ans, c'est un facteur, on va dire, prédisposant. On a remarqué chez les jeunes qui s'initiaient avant 12 ans qui étaient plus nombreux en proportion à développer un problème de consommation à l'adolescence et de poursuivre à l'âge adulte. C'est ce qu'on a observé. Donc, mais ce n'est pas le seul facteur. Oui, absolument. Puis, il y a des facteurs, on pourrait faire ici l'étiologie de la consommation, mais il y a des facteurs de risque, il y a des facteurs de protection. Fait que peut-être que oui, tu t'es initié avant 12 ans, bien, puis tu as fréquenté des amis peut-être qui voulaient consommer de l'alcool avec toi, mais tout d'un coup, tu t'es fait une petite blonde que tu aimais beaucoup, puis elle ne consommait pas, puis tu t'as arrêté de consommer, puis tu as pris une autre voie. Ah oui, il y a plein, tu sais, la vie... Et la réaction des parents aussi. Tout à fait. Les trajectoires sont diverses, mais on est capable de dire, quand on parle de retarder la consommation, dans le fond, quand on fait de la prévention, principalement à l'adolescence, on a deux objectifs, c'est retarder la première consommation et éviter l'abus. C'est dans les faits, faire des choix judicieux, éviter les risques et l'abus. C'est ce qu'on veut le plus dans nos actions préventives qu'on fait avec les jeunes. Une question qui revient, Françoise, sur le programme. Est-ce que c'est un programme qui a été évalué? Bien, en fait, non, il n'a pas été évalué dans le sens, là, il n'y a pas eu on n'a pas fait de retour. Maintenant, ce que je peux dire, c'est en fait, il y a eu une première version du programme qui a été évaluée. Puis c'est à la suite de cette première version-là qui est arrivée la nouvelle version de laquelle je vous parle, qui était une version où les enseignants nous disaient, par exemple, que c'était difficile à utiliser parce que c'était pas toujours facile à introduire justement dans les activités ou les compétences ou les domaines à aborder. Donc, ça a été ça l'intention de dire, à la grande question tantôt, c'est la responsabilité de qui, dans le fond, de faire de la prévention. Bien, le pari d'Éducalcool, c'est de dire, bien, les enseignants, l'école, c'est un lieu privilégié et ils peuvent contribuer. Ils sont aussi responsables que d'autres pour être capables de donner l'éducation de manière globale aux enfants. Et dans ce sens-là, de dire, bien, on veut que le programme puisse aborder notamment les thèmes comme la différence entre l'usage et l'usage habituel, la pression des pairs, l'impact des médias et aussi, tu sais, par exemple, en 4e année, on pose la question aux jeunes qui ont à faire cette activité-là en 4e année du secondaire où le thème, c'est la prise de décision, encore une fois, mais axé sur les dilemmes éthiques dans la prise de décision. Et ce qu'on demande aux jeunes, c'est, selon vous, est-ce qu'Éducalcool devrait avoir si on avait à monter une campagne de sensibilisation, est-ce qu'on devrait d'abord aborder les risques de la consommation
dire c'est dangereux, voilà pourquoi, ou encore parler des comportements à adopter. Donc, si tu bois, par exemple, un chauffeur désigné, pas trop boire, pas mélanger, faire attention. Donc, c'est quoi les comportements à adopter en cas de consommation? Puis là, ben, on leur demande, hein, et on les invite même les élèves en 4e ou 5e secondaire de dire, quand vous préparez vos campagnes de sensibilisation, faites un concours entre vous dans l'école. Il y a un gagnant proposé à Éducalcool d'utiliser cette campagne-là, tu sais, donc pour qu'ils puissent eux aussi contribuer, sentir que ce qu'ils font va contribuer à l'éducation, tout à fait. Est-ce que c'est tous les parents qui, dans ce que vous savez, là, lorsque ce programme-là est utilisé par les enseignants-enseignantes, qui sont nécessairement contents que cette question d'alcool soit abordée avec leurs enfants? Parce que, tu sais, revenir à la maison puis dire, hey, on a parlé d'alcool aujourd'hui, papa, tu viens de t'ouvrir une deuxième bière, non, tu sais, il peut y avoir, ou peut-être qu'il y en a des parents qui trouvent que c'est trop jeune, ou des parents qui trouvent que c'est pas l'affaire de l'école de se mêler de ça. C'est quoi le retour que vous avez là-dessus, Françoise? Bien, généralement, un peu comme je disais tantôt, premièrement, on ne parle pas que de l'alcool, hein, on parle des beaucoup de thèmes entourant ça. En 5e année, 6e année, on propose aux enseignants d'envoyer une lettre aux parents pour dire, bien, informer les parents que vous allez aborder le thème de l'alcool à l'école à travers d'autres types d'activités ou d'autres thèmes, et ainsi d'inviter les parents à dire, bien là, vous savez qu'on va parler de ça, bien, vous pouvez reprendre ce thème-là avec vos enfants, de voir qu'est-ce qu'ils ont appris, puis en effet, qu'est-ce qu'ils pensent de la consommation. L'idée, c'est pas d'emmener les enfants à critiquer les comportements des parents, mais ça se peut que ça l'emmène ça, hein, que ça les emmène à poser des questions pertinentes aussi aux parents. À ce que je sache, il n'y a pas eu nécessairement là, de plainte à cet effet-là de dire « Oh mon Dieu, vous parlez d'alcool ou d'éducalcool à l'école, puis vous ne devriez pas faire ça. » C'est pas arrivé. Il y a plusieurs personnes qui nous écrivent et qui parlent du référent équipe. Myriam, qu'est-ce que c'est AKIP? Qu'est-ce que c'est, Myriam? En fait, il y a deux. C'est comme c'est des normes de référence, en fait. Il y a école en santé. Dans les écoles, là, quand on fait de la prévention, il y a ce qu'on appelle école en santé. Puis, dernièrement, il y a équipe aussi. Et c'est deux référents qu'on dit, bien, quand on fait de la prévention avec les jeunes, aujourd'hui, on parle de la consommation d'alcool, mais vos jeunes, les jeunes de ceux qui nous écoutent, ils ont de la prévention pour l'intimidation, ils ont de la prévention pour de l'anxiété. Il y a plein de on va parler de santé mentale positive maintenant aussi. Donc, et autant équipe qu'école en santé, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils placent des cadres? Des cadres, des suggestions, de dire voici quand vous travaillez ça, ce que vous devriez travailler, quelles sont les compétences qu'on devrait travailler pour faire de la prévention. Donc, c'est exactement de ça. Je pense que quand on regarde, est-ce que le programme dont parle Françoise répond à tout ce qu'équipe et école en santé suggèrent? Non, mais il s'y inscrit parfaitement, par contre. OK. Mélanie nous demande, est-ce que les jeunes ont été questionnés sur la satisfaction par rapport au programme? Est-ce qu'ils disent que ça leur est utile? Bien, écoutez, je ne sais pas. Il n'y a pas eu d'enquête spécifique auprès des jeunes, notamment une des choses qui est nouvelle là, sur le programme. Premièrement, c'est un programme qui est gratuit, accessible facilement sur le site d'Éducalcool. Hein. Vous pouvez le télécharger, l'outiller maintenant avec les tableaux blancs là, électroniques. C'est facile à utiliser. C'est même possible de commander du matériel là, à Éducalcool aussi. Mais, donc, c'est du matériel qui est gratuit. Et jusqu'à maintenant, on ne questionnait pas les gens sur ben, est-ce que vous l'avez utilisé ou pas. Donc, c'était difficile de faire un retour autant auprès des enseignants sur la satisfaction, comment on fonctionnait, c'est quoi l'évaluation qu'ils font du programme, ou encore avoir les commentaires de leurs jeunes, hein, des élèves. Maintenant, c'est quelque chose qui est présent. Donc, on demande aux enseignants de dire, ben c'est dans quelle école, à quel niveau tu vas l'enseigner, puis éventuellement, ça pourra nous amener à les solliciter pour être capable là, de porter ce regard-là évaluatif sur le programme. Myriam, David nous demande, qu'est-ce qu'un prof fait quand il ou elle détecte chez un ou une étudiante
Un problème de Un consommation. problème de consommation. Bien, moi, je vous réfère deux choses que j'aimerais nommer. Depuis septembre 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux a déployé en masse, là, on n'avait jamais vu ça depuis 20 ans, des ressources supplémentaires via des organismes communautaires au Québec dans toutes les écoles secondaires du Québec. On a plus que quadruplé nos effectifs dans les écoles pour faire de la prévention. Ce soir, on parle d'alcool. Quand on fait de la prévention, on va faire la prévention aussi des autres Polyconsommation, drogues. les pilules, par exemple, cannabis. C'est ça. Ouais. Ça, il faut savoir. Donc, pour répondre à David, je lui dirais, c'est sûr que dans votre école, il y a des intervenants qui font de la prévention, qui font du dépistage pour la consommation. Référez-vous à ces personnes-là. Ces personnes-là sont supposées être outillées. Sinon, si vous n'identifiez pas, parce que c'est des organismes communautaires qui sont à l'extérieur de votre école, peut-être que vous ne les identifiez pas dans le personnel de votre école, bien, dans votre école, il y a sans aucun doute peut-être un psychoéducateur, peut-être une éducatrice spécialisée. Référez-vous à ces personnes-là. Elles vont savoir, si ce n'est pas elles qui peuvent répondre à votre besoin, elles vont savoir, ou eux vont savoir où vous référer. Hey, les enseignants, les enseignantes, on peut dire qu'on vous en demande. Hein? Oui, on vous met t'as beaucoup raison, de oui. responsabilités lourdes sur les épaules, du bien-être, pas seulement de l'éducation, mais du bien-être, du développement. Chapeau et merci pour ce que vous faites. Là. Vous êtes une courroie de transmission essentielle entre les jeunes et leurs parents. Il est 20h01. Je prendrai peut-être encore 1 minute ou 2 juste pour peut-être clore. Françoise, bon, à toi de juger. Oui, ça s'adresse aux enseignants, enseignantes. Pour les parents, ils peuvent bien le regarder, évidemment, s'ils veulent, là, mais il y a plein d'informations sur le site d'Éduc-Alcool aussi pour les parents. Donc, notamment, comment avoir une discussion avec son jeune là, par rapport à l'alcool. C'est pas toujours parler de l'alcool facile. avec ses enfants, Okay. sans être dépassé, hein, puis vraiment pour chacun des niveaux, chacune des âges. Désolée, donc c'est quelque chose qui est présent. Et les parents qui nous écoutaient, bien, vous pouvez très bien suggérer aux enseignants, enseignantes autour de vous, à votre école, de regarder ça puis de l'implanter dans votre école. Réal Morin, en terminant, là, 2-3 choses à retenir de ce qu'on s'est dit ce soir, de peut-être quelque chose à surveiller, puis quelque chose sur lequel on peut s'enlever une petite bûche d'inquiétude là, en terminant. D'abord, l'alcool est très, très présent partout. Il est présent dans les comportements de nos jeunes, mais ce n'est pas des comportements dramatiques chez la grande majorité des jeunes. Je pense que Myriam et Françoise ont bien aussi mentionné l'importance du rôle des parents, des modèles parentaux. Mais il faut garder l'esprit critique aussi par rapport à l'ensemble de ce qui se passe dans nos environnements. J'ai donné des exemples. Et de ne pas considérer que c'est seulement en éduquant nos jeunes ou en étant de bons parents que la société dans son ensemble prend ses responsabilités à l'égard de l'alcool. Donc, c'est un message que je veux laisser aussi. Assurons-nous que nos politiques publiques et l'ensemble de ce qui nous entoure concourent à une bonne place de l'alcool dans nos vies, mais pas une place dans la démesure et dans les risques qui sont associés à cette consommation. Dont la place du communautaire comme intervenant de première ligne. Aussi, il y avait une manifestation devant Radio-Canada cet après-midi qui était quand même assez grosse, assez bruyante. Puis on a regardé dehors puis on a fait « OK, ce genre de manifestation-là pour justement dire que le communautaire, il n'y avait pas assez de financement, que les programmes ne sont soit pas renouvelés, que c'est compliqué. Il y a quelqu'un qui vous remercie, Myriam, d'avoir parlé de la présence des organismes communautaires dans les écoles secondaires. Donc ça, il faut le dire, il y a aussi, parce qu'il y a la cellule familiale, il y a la cellule scolaire, mais il y a aussi toute la communauté, c'est un peu ce que Réal vient de dire, là, toute la communauté aussi qui doit regarder le problème. Oui. Puis, tu sais, les organismes communautaires, oui, qui font de la prévention, mais les organismes communautaires qui voient au bien-être des jeunes aussi, qui offrent des loisirs à nos jeunes, qui offrent un endroit où ils peuvent aller quand ils vont pas bien, quand c'est difficile à la maison, bien, tous ces gens-là qui sont reconnus pour être très, très près de nos jeunes, hein? Oui, il faut leur dire merci à eux autres aussi parce qu'ils font beaucoup de travail avec des moyens assez réduits. Parfois, c'est étonnant.
Oui, ouais, Ouais. tout à fait. Et on a plein de gens qui vous disent merci à vous trois d'avoir partagé avec les gens qui nous écoutent votre expertise, d'avoir parlé des intervenantes en prévention des dépendances. Il y en a qui travaillent très, très fort pour accompagner les jeunes, accompagner les enseignants aussi, et que tout ce monde-là travaille ensemble pour le bien-être de nos jeunes. Alors, sachez que l'événement ce soir va être disponible en rediffusion dans les prochains jours sur les multiples plateformes d'Éducalcool. Ce sera là. Vous allez recevoir d'ailleurs un lien dans un courriel pour peut-être partager, diffuser dans vos réseaux sociaux ce qui s'est passé ce soir. Alors, évidemment, il y a le site d'Éducalcool, il y a un hyperlien sur lequel vous pouvez cliquer là, en ce moment, là, en bas de la page, pour vous rendre au programme À toi de juger. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir pris du temps dans votre soirée. Myriam Laventure, je rappelle, psychoéducatrice, professeure titulaire du département des sciences de la santé communautaire de l'Université de Sherbrooke. Merci énormément pour vos lumières ce soir. Dr. Réal Morin, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive à l'INSPQ. Merci pour ces quelques résultats d'études qui ne sont pas nécessairement rendus publics à tous et à toutes présentement, mais merci pour nous avoir dévoilé ce sur quoi vous travaillez, Dr. Morin. Merci. Merci de l'invitation. Et Françoise, consultante en développement des compétences et co-auteure du programme À toi de juger. Merci beaucoup. C'était très clair et très concret de savoir à chaque âge là, ce qu'on peut aborder et puis aussi de rendre ça disponible pour les enseignants et enseignantes. Merci beaucoup, Françoise. C'est un plaisir. Et merci à vous d'avoir été là. Au revoir, bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Pas dans le live, juste ici.